Et salut les amis, c'est reparti pour une vidéo. Il y a un gorille qui s'est embrouillé avec sa femme au Japon. Et son attitude juste après l'embrouille, elle est incroyable. Je vais vous montrer des images. C'est un truc de fou, on dirait un humain. Ça, c'est quand ils sont embrouillés. Sérieusement, les gars, regardez sa pose, mais ce qui me fait de la peine. Même les gorilles, même les animaux vivent ce qu'on vit nous les hommes. Moi, je pense pas que les hommes descendent du singe. Peut-être l'inverse. Peut-être qu'il y a des hommes qui sont devenus des singes. Parce que je vous jure, t'es mal à la tête. Il fait des poses d'humain. Il réfléchit, même skin, il se dit ah ouais punaise comment je vais faire pour rentrer chez moi. Je ne comprends pas pourquoi elle s'est énervée. La seule chose que je lui ai dite, c'est de se calmer. En tout cas, j'espère que ça s'est réglé avec sa femme. Je vous jure, il m'a fait trop de la peine. C'est vrai que c'est vraiment des réactions humaines, en vrai ça fait bader un peu, parce que là on dirait voir un humain quand même. Là il est en pleine réflexion. C'est une très bonne nouvelle pour l'or. Oui, car comme tu peux le voir aujourd'hui, l'or a dépassé les bons du trésor américain en tant qu'actif de réserve le plus important au monde. Et c'est pas rien car les lingots représenteraient aujourd'hui 27% des avoirs de la réserve de la Banque Centrale Mondiale contre 20% l'année précédente. Les bons du trésor américain sont quant à eux tombés de 25 à 22%. Mais alors que s'est-il passé concrètement? Comme tu peux le voir, cet événement n'intervient pas dans n'importe quel contexte. Il intervient alors que les banques centrales se montrent de plus en plus préoccupées par l'instabilité géopolitique, l'endettement croissant des États-Unis, mais aussi face au potentiel risque que les réserves en devises puissent être gelées ou utilisées comme une arme lors de grands conflits. Et c'est d'ailleurs ce qu'a dit Christine Lagarde, la présidente de la BCE, qui aurait dit, je cite, les tensions géopolitiques continuent de stimuler la forte demande de l'or de la Banque centrale. Et donc, comme tu l'auras compris, de plus en plus de pays sont à la recherche d'une police d'assurance. Donc, entre autres, se reposer sur un actif qui est stable et auquel ils ont confiance. Et donc, bien évidemment que cette nouvelle est très bullish pour le gold, mais en revanche, il y a quelques nuances. Car une partie de cette hausse a déjà été price in, c'est-à-dire qu'elle est déjà intégrée au cours actuel. Les mouvements se sont déjà produits. Et bien évidemment, ce n'est pas le seul facteur à prendre en compte car on a aussi la dédollarisation et la géopolitique qui a un impact sur l'or. Et toi alors, qu'est-ce que tu en penses? Très curieuse d'avoir ton avis, alors n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et si tu souhaites avoir plus de news, pense bien à t'abonner. Moi j'ai envie de dire que c'est une bonne nouvelle pour l'or, parce que c'est vrai que ça le fait augmenter tout ça, mais il y a quand même déjà une partie des mouvements qui sont passés. Et ça signifie aussi que dans le monde actuel, les choses pourraient assez mal aller, parce qu'ils font quand même leurs réserves et que c'est beaucoup demandé. Ce pays pue la merde, les gars. Force à tous les athlètes russes qui sont aujourd'hui dans le monde. Hier, à Roland-Garros, les amis, il y avait la finale femme avec Mira Andreeva qui a donc remporté Roland-Garros et qui est russe. Et il faut savoir que dans la tribune de Roland-Garros, des drapeaux russes ont été retirés. À la suite de la victoire de Mira Andreeva, l'hymne national russe a bien sûr été censuré parce que c'est devenu en fait une mode dans notre pays en fait de taper sur des gens qui n'ont rien demandé à personne et puis d'illuminer la tour Eiffel aux couleurs d'Israël. Ah oui, le deux poids deux mesures les gars, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des athlètes qui n'ont rien demandé à personne, la gamine qui a gagné hier elle a 19 ans, elle n'a jamais parlé de quoi que ce soit de politique et on lui tombe dessus depuis le début de Roland Garros à cause des joueuses ukrainiennes qui ont décidé de faire de la politique au lieu de jouer au tennis. De toute façon c'est ce qu'elles savent faire de mieux. Par contre il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci les gars. Si c'est des Israéliens ou des Israéliennes, il n'y a pas de problème. On illumine la tour Eiffel, on vient dire qu'ils sont victimes, blablabla. Par contre hier à Roland Garros on a retiré tous les drapeaux russes. Au final, je vous dis quel bonheur de voir une joueuse russe gagner sur une terre où les Russes aujourd'hui sont refusés. Faut savoir que Mira Andreeva, parce que moi je suis dans le monde du tennis depuis plus de 20 ans, ça a été mon monde entier pendant plus de 20 ans. Mira Andreeva, je l'ai connue, elle avait 14 ans dans des tournois professionnels. C'est une gamine qui s'est entraînée pendant de longues années en France. Elle parle au passage très bien français. Et nous, le seul truc qu'on arrive à faire sur son premier tournoi du Grand Chelem qu'elle remporte, c'est en fait de bannir son hymne national et de faire passer toutes les joueuses ukrainiennes du tournoi comme des sortes de saintes-nitouches d'un pays qui soi-disant serait victime. Pays le plus corrompu de la planète au passage, je tiens à le rappeler. En fait, vous me direz, si Israël était ban autant que la Russie en France, je dirais ok, on va dire que politiquement s'ils veulent, ils peuvent le faire. Mais à partir du moment où Israël, lui, n'est pas ban en fait autant que les Russes dans notre pays, c'est inaudible. Et nous, les Français, on est qui pour donner des leçons d'envahissement, de colonisation, de guerre de territoire? On est qui?
On a colonisé combien de pays dans le monde? On a tué combien de personnes dans le monde? On a détruit combien de pays depuis des siècles? On est qui pour venir donner des leçons à la Russie? Sérieusement. On est qui les Français pour venir dire qu'aujourd'hui on est un pays plus charitable que la Russie? Je vous jure que c'est une dinguerie et moi ça me donne encore plus de respect envers les athlètes russes qui arrivent encore à gagner avec en gros le ban qu'on leur met depuis maintenant plusieurs années. Pareil, on a des instances sportives qui sont absolument cataclysmiques. Parce que quand on arrive à Roland-Garros avec des joueuses ukrainiennes qui préfèrent faire de la politique H24 au lieu de jouer au tennis, que font les instances pour les dégager du tournoi? Parce qu'arrivé à un moment, tu peux faire passer un message politique, il n'y a pas de souci. Moi, quand je vois des drapeaux palestiniens dans les stades de foot, ça ne me dérange pas. Par contre, à partir du moment où c'est des athlètes qui se pointent en conférence de presse et au micro d'après-match, qui prennent leur téléphone pour montrer des soi-disant bombes qui sont tombées à 100 mètres de leur famille, ça, on s'en fout en fait. Ça sur Twitter, mais viens pas nous casser les couilles à Roland-Garros. Surtout quand ça dure depuis 4 ans en fait. Que déjà nous, on peut rien y faire, et puis les joueuses russes qui sont sur le circuit aujourd'hui, elles sont pas responsables de ça. Encore moins une gamine de 19 ans qui a jamais pris un seul parti politique. Après, c'est vrai qu'il a pas tort sur le fait que bah s'est entraîné comme il fallait, elle a fait tout dans les règles, tout ça, et qu'ils ont quand même pas mis l'hymne national. En vrai, le truc que je me dis, c'est que c'est pas très justifié. C'est vrai que comme il dit, c'est à deux poids, deux mesures. Donc au final, pour les uns, ça va et pas pour les autres. Après, c'est vrai que je trouve pas ça très justifié. Et puis il a pas tort que la France, elle a pas toujours été au top au niveau colonisation. Mais bon, Ce qui s'est passé cette nuit, c'est devenu vraiment le courant alternatif, cette guerre. C'est-à-dire que, comme d'habitude, enfin, vous savez que depuis plusieurs mois maintenant, on rappelle que cette guerre a duré plus longtemps que la guerre des Malouines, hein. Donc c'est pas une guerre, le Congrès n'a pas dit que c'était une guerre, mais n'empêche que ça a duré plus longtemps que la guerre des Falklands ou des Malouines en Argentine, Angleterre. Et en réalité, bah, vous savez qu'à chaque fois, vendredi, on nous dit que la guerre reprend, et puis lundi qu'elle s'arrête pour calmer les marchés financiers. Sauf que là, cette contradiction permanente entre la paix est à deux doigts d'arriver et la guerre revient est en train évidemment de fatiguer le public, et c'est nous le public, et c'est devenu absolument intenable, intolérable, insupportable. À savoir, on nous dit vraiment quelques jours plus tôt en Occident que la guerre est terminée, et ensuite vous avez des frappes qui sont historique. Alors, pour ouvrir, déjà, il a circulé sur X que l'Iran déclarait via le corps des gardiens de la Révolution que l'ère du tit for tat, que j'avais expliqué donc dans mes shorts, était révolue. Alors, qu'est-ce que c'est le tit for tat? C'est la formule biblique œil pour œil, dent pour dent, c'est-à-dire vous me cassez une usine, je casse une autre usine, mais pas plus, ni moins. Je fais la même chose, on équilibre les comptes. Il y a des pays qui ne font pas ça. Et vous avez des situations en guerre où on ne fait pas ça. Mais là, pour le coup, ce qui faisait que ce conflit était relativement stable, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, bah, c'était justement cette politique de tit for tat, à savoir on ne va pas ramener le Golfe à l'âge de pierre côté iranien. Eh bien, cette politique de tit for tat est officiellement révolue, et pour marquer le fait qu'elle est révolue, l'Iran a fait quelque chose qui n'était jamais arrivé dans toute l'histoire de la présence américaine dans le Golfe, à savoir frapper le quartier général de la 5e flotte dans le CENTCOM. Alors le CENTCOM, c'est le commandement le plus puissant des États-Unis, de très loin, hein, devant l'AFRICOM bien sûr, devant le PACOM, le PACIFICOM, le commandement du Pacifique, qui est pourtant très important. Le CENTCOM, c'est le commandement du Moyen-Orient qui, depuis la fameuse doctrine Carter, qui dispose de ce que les États-Unis considèrent les réserves pétrolières autour de la mer Caspienne et au Moyen-Orient comme absolument stratégiques, eh bien, le CENTCOM, c'est le plus doté. Comme en plus Israël fait partie de la couverture de ce CENTCOM, c'est là que les États-Unis envoient le plus de moyens de financement, de défense et de troupes déployables, de porte-avions, etc. Enfin, c'est la crème de ce que l'armée américaine peut offrir. Et dans le CENTCOM, vous avez la 5e flotte, qui est la flotte la plus équipée parmi le CENTCOM. Et l'Iran vient de frapper sans aucun problème au Bahreïn. Le siège de cette flotte, c'était tellement humiliant et grave qu'au départ, le CENTCOM a démenti. Et là, on est à l'ère de Twitter. On peut dire ce qu'on veut sur Elon Musk, mais n'empêche que pour l'instant, il n'a toujours pas censuré ça. Et eh bien, le CENTCOM avait démenti, mais Twitter a immédiatement mis des notes de la communauté pour dire oui, le CENTCOM a démenti, mais c'est pas la première fois qu'il démentirait un truc qui s'est avéré correct par la suite. après, c'est vrai que à la force qu'ils disent un coup ça va pas, tout ça, on sait plus trop quoi penser. Et c'est vrai que ça se sent sur tout ce qui est les marchés, tout ça. Et après, je comprends au début qu'ils faisaient œil pour œil, dent pour dent, une usine pour une usine, parce que au moins comme ça amplifiait pas les choses. Mais au bout d'un moment, de trop continuer à embêter, on va dire, au final, c'est normal qu'ils aient envie de riposter un peu plus fort, parce que, comme on dit, la patience a des limites.
C'est la première fois qu'une IA fait peur, non pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce qu'elle fonctionne trop bien. Et si par malheur elle se retrouvait dans des mauvaises mains, ça pourrait dégénérer très très vite. Je vous explique. Il y a quelques mois, Anthropic présentait Claude Mythos, qui selon eux était le modèle le plus puissant jamais créé. Un modèle capable de détecter des failles informatiques tellement avancé que l'entreprise a décidé de ne pas le rendre accessible au grand public. Donc je répète, une entreprise IA a décidé de ne pas sortir un modèle extrêmement puissant dans un contexte de guerre des IA parce qu'elle avait conscience que dans le grand public, il y avait une possibilité que des mains très sales puissent l'utiliser d'une mauvaise façon. On pourrait croire que c'est une méthode de communication afin de créer l'envie sur les futurs utilisateurs, du genre « Oh non, notre modèle il est beaucoup trop puissant pour vous, ça nous fait même peur que vous puissiez l'utiliser » pour créer une impatience chez les utilisateurs et que ça cartonne à sa sortie. Mais non, c'était réel. Le modèle était trop efficace. Parce qu'une IA capable de détecter des vulnérabilités de sécurité de système peut aussi aider des personnes qui cherchent ces vulnérabilités à les aider. Donc Anthropic à ce moment-là a décidé de mettre le modèle sous accès extra restreint jusqu'à aujourd'hui. Et là l'histoire prend un autre tournant parce que l'entreprise vient d'annoncer Claude Fable, une nouvelle IA construite sur les avancées de Claude Mythos, mais avec suffisamment de garde-fous pour le proposer au grand public. Et ces garde-fous et toute cette histoire en fait, c'est ça le vrai sujet. Parce qu'on est en train de rentrer dans une nouvelle phase de l'intelligence artificielle, une phase où le défi, c'est pas de créer l'IA la plus puissante. Non, maintenant c'est de décider quel modèle pourra être mis entre toutes les mains. Et c'est un débat qui risque d'être de plus en plus fréquent dans les prochaines années, croyez-moi. Parce que Après, ça peut être une réflexion logique, parce que quand on y réfléchit, si l'IA elle est vraiment si puissante que ça, le problème c'est que les gens peuvent en faire n'importe quoi et la détourner pour faire des dingueries. Donc c'est vrai que quand on y réfléchit, si elle est vraiment si puissante que ça, faut faire un minimum attention. Je viens de comprendre un truc ultra gênant. Et le pire, c'est que ça nous concerne tous. Si les moustiques, ils ont besoin de sang pour faire des bébés, que dans notre sang, il y a notre ADN, ça veut dire que quelque part, on a une famille de moustiques qui pourrait nous appeler papa ou maman. Moi qui croyais que j'étais célibataire et tranquille, eh non, j'apprends que j'ai peut-être 4000 enfants dans une flaque d'eau derrière un pneu. Vous imaginez que ça veut dire qu'à chaque fois qu'on commence à se faire piquer l'été, nous on croit juste que ça gratte, mais non, ça veut dire qu'on a lancé une lignée, peut-être même une dynastie. La maison Bertodorus Mosquito premier du nom. Imagine Madame Moustique qui est en train de pondre ses œufs et qui est en train de dire « Ah, celui-là, c'est sûr qu'il aura ses yeux. » Et puis regardez, on s'étonne qu'à chaque été, ça recommence. En fait, c'est normal. C'est pas juste des moustiques. C'est une descendance qui vient réclamer l'héritage. Nous, le seul truc qu'on entend le soir dans notre oreille, c'est... La seule chose que je me disais avant, c'était... En revanche, maintenant, ce que j'entends, c'est... Papa, pourquoi tu nous as abandonnés dans la gouttière? T'imagines, tu vas à la CAF. Bonjour, je viens de déclarer mes enfants. Combien d'enfants? Environ 12 000. Et ils vivent entre le bac à fleurs et la flaque sur la terrasse. Imagine les 2 secondes, ça part chez le juge. Vous demandez la garde? Non, je demande juste une mesure d'éloignement avec ma lignée pour qu'elle arrête de me sucer pendant que je dors. En vrai, le moustique, c'est le seul animal qui te prend ton sommeil, ta dignité et peut-être même ton nom de famille. Là, je suis désolé. La femelle moustique, elle te pique et 2 jours après, tu as peut-être une mini crèche volante qui prépare un raid sur ton mollet. Donc biologiquement, on a peut-être des bébés avec les moustiques. Émotionnellement, moi, je veux rien savoir, hein. Non, parce que sinon, ça veut dire que la prochaine fois que j'ai un moustique qui me tourne autour, je vais pas vouloir l'écraser, je vais lui poser la question. T'es qui pour moi? En fait, depuis toutes ces années, si ça se trouve, c'était pas une invasion. C'était une réunion de famille. Dire que la seule descendance que j'ai, elle est probablement dans une flaque d'eau. Zouh. C'est vrai que s'ils prennent une part de notre sang, est-ce qu'il n'y aurait pas une partie de notre ADN dedans? Et j'avais pas trop pensé. Joyeuse fête de la Russie, mes amis, et le président Dimitri Medvedev a une vidéo pour vous qui fait d'ores et déjà polémique et qui montre qui sont les adversaires de Moscou. Et oui, mes amis, nous sommes aujourd'hui le 12 juin, c'est un jour férié en Russie. Pourquoi? Eh bien parce que le 2 juin 1990, les Russes ont proclamé leur souveraineté sur l'URSS. Et c'était l'occasion pour Dimitri Medvedev de vous faire voir cette vidéo. Vous y voyez l'ancien président russe qui détruit le portrait du chef de gouvernement allemand, mais c'est pas tout, mes amis, puisqu'il s'en prend aussi, vous le voyez ici, à Ursula von der Leyen. Et après ces 2 personnages qui sont des Allemands, vous remarquerez aussi qu'il s'en prend au Premier ministre britannique. Et les Russes, mes amis, n'ont pas cité Emmanuel Macron. Et c'est quand même révélateur qu'il n'y ait pas Emmanuel Macron, parce que ça démontre bien que les principaux adversaires de la Russie, ce sont les anglo-saxons et les Allemands, et que nous, on n'a rien à voir dans cette histoire. Et Dimitri Medvedev passe son temps à alerter les citoyens de l'Union européenne sur le danger que représentent nos propres représentants, mes amis. Parce que si on veut la paix, il faut dégager nos élites nationales. Bon courage aux Européens qui vont survivre. Et Slava Rossiya, évidemment. D'un côté, c'est vrai que ça peut avoir un côté rassurant, comme ça on se dit qu'on a moins de chances d'avoir de problème. Mais je trouve ça quand même un peu intriguant qu'ils l'ont pas mis dans le lot. Mais c'est vrai que quand on regarde les types qu'ils ont mis, eh bah, ça se comprend un peu mieux de pourquoi ils sont vus. Je suis tombé sur cette vidéo, je vous laisse observer. Je vais te raconter une de mes histoires préférées. C'est celle de 2 bébés dans le ventre de leur mère. Un des bébés se tourne vers son frère et lui demande « Tu crois à la vie après l'accouchement ?» Alors son frère,
Le bébé rêveur lui répond: bien sûr que je crois à la vie après l'accouchement. Il doit forcément y avoir quelque chose de plus grand au-delà de ce qu'on vit ici. Et si on est là, c'est bien pour se préparer à quelque chose, non? Le bébé qui doute lui répond: la vie après l'accouchement? Franchement, c'est impossible. Ce serait quel genre de vie? Le bébé rêveur lui répond: peut-être qu'on pourra marcher avec nos jambes, manger avec notre bouche et ressentir des choses qu'on n'a jamais ressenties ici. Le frère qui doute lui répond: marcher avec nos jambes, manger avec notre bouche, c'est impossible. On a besoin de notre cordon ombilical pour ça. Son frère lui répond: oui, mais peut-être que la vie en dehors de cet endroit est complètement différente de ce qu'on vit ici. Alors, le bébé qui doute lui dit: dans ce cas, comment t'expliques que personne ne soit jamais revenu après l'accouchement? Comment t'expliques que personne ne soit venu nous dire comment est la vie en dehors de cet endroit? Tout simplement parce que tout est sombre et silencieux. Son frère lui dit: on rencontrera sûrement maman et elle prendra soin de nous. Et le bébé qui doute s'énerve: maman, tu crois vraiment en maman? Si elle existait vraiment, elle serait où en ce moment? Le bébé rêveur répond: elle est autour de nous, on fait partie d'elle. Et sans elle, ce monde ne pourrait pas exister. L'autre bébé sceptique répond: moi je la vois pas, donc forcément, elle n'existe pas. Et pour finir, le bébé rêveur lui répond: quand on est dans le silence, si t'écoutes vraiment, tu peux ressentir sa présence. Mon pote, je veux que tu te souviennes de cette histoire quand tu doutes de l'existence de Dieu. Quand même que c'est assez curieux en fait vu comme ça, parce que c'est vrai que ça peut faire penser à la mort, mais du coup ça peut révéler quelques questions en vrai. Mais bon, la vidéo elle est finie. Je vous dis une bonne journée et une bonne soirée.